Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur les mesures de prophylaxie générale. En effet, nous venons d'apprendre avec beaucoup de satisfaction l'organisation d'un cours sur la production de vaccins qui sera organisé par l'Institut Pasteur de Dakar en collaboration avec l'Université d'Yeng. C'est l'occasion de remercier infiniment l'administrateur général, à savoir Dr Amadou Sall, pour cette initiative qui réjouit tous les Africains. En effet, la pandémie de la COVID-19 a montré la vulnérabilité des pays africains, car aucun vaccin contre l'infection au SARS-CoV-2 n'était produit en Afrique, ce qui fait qu'il a fallu mettre au point un système par l'Organisation mondiale de la santé pour que les Africains puissent être vaccinés. Ce qui montre la nécessité d'avoir non seulement les plateaux techniques, mais aussi et surtout l'expertise pour produire des vaccins en Afrique pour les Africains et protéger les Africains. Imaginez si ce n'était pas le SARS-CoV-2, si c'était un virus très virulent, avec un mode de transmission beaucoup plus rapide. Imaginez si c'était le virus de la fièvre hémorragique d'Ebola. Ça allait être l'hécatombe. Donc, nous saisissons cette opportunité pour faire un rappel, un, sur les mesures de prophylaxie et deux, sur quelques techniques de production de vaccins et de sérums, avec l'espoir que cela va susciter les Africains à se mettre au point pour prendre toutes les mesures qu'il faut afin de se doter des vaccins pour les maladies qui se trouvent sur leur continent. Ceci étant, je vous propose le plan suivant. On va parler de la prophylaxie sanitaire. Dans la prophylaxie sanitaire, on va parler des mesures défensives qu'on met en place dans une zone indemne, les mesures offensives qu'on met en place dans les zones infectées, et puis nous parlerons du diagnostic et du dépistage. Après cela, nous parlerons de la prophylaxie médicale, et dans la prophylaxie médicale, on parlera de l'immunisation active, de l'immunisation passive et de l'immunisation mixte. Puis, nous parlerons de la prophylaxie médico-sanitaire. Nous terminerons par les systèmes de prophylaxie, car il y a trois systèmes de prophylaxie, à savoir le système de prophylaxie libre, le système de prophylaxie obligatoire et le système de prophylaxie facultatif. Nous verrons les avantages et les inconvénients de chaque système. Il faut dire que les mesures de prophylaxie générale sont des mesures de prévention ou de lutte qui visent à éradiquer la maladie. Il s'agit, des mesures de prophylaxie sanitaire qui ont pour but de détruire les germes partout où ils se trouvent dans le milieu extérieur. Et les mesures de prophylaxie médicale qui utilisent les vaccins et les sérums. Il est possible aussi d'associer les deux méthodes de prophylaxie, à savoir la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. On parle dans ce cas de prophylaxie médico-sanitaire. Parlons dans un premier instant de la prophylaxie sanitaire. Quelles sont les possibilités, quelles sont les circonstances, dans quel cas on peut appliquer les mesures de prophylaxie sanitaire? Tout d'abord, il faut rappeler que la prophylaxie sanitaire, c'est la principale méthode de prophylaxie, alors que la méthode de prophylaxie médicale est une méthode d'appoint. La méthode de prophylaxie sanitaire est possible dans certains cas de maladies contagieuses dont le contage est contrôlable. Je répète bien, dont le contage est contrôlable. Autrement dit, le nombre de cas est limité. C'est par exemple dans le cas des maladies virales où le germe est intracellulaire obligatoire et ne vit pas dans le milieu extérieur. On peut aussi l'appliquer dans des maladies dues à des bactéries ou à des maladies à germes saprophytes. Il s'agit de faire un abattage systématique des animaux malades, ce qui permet de supprimer les sources des agents pathogènes. On parle alors de stamping out. Donc je répète une fois de plus en disant que
Les mesures de prophylaxie sanitaire, il s'agit de faire un abattage systématique des animaux malades, ce qui permet de supprimer les sources des agents pathogènes. On parle de stamping out. Mais cet abattage est conditionné, il est réalisé à condition d'abattre au niveau du foyer non seulement les malades, mais aussi les sujets qui sont contaminés et les sujets qui sont sains et qui ont été en contact avec les malades. Donc ça veut dire qu'il faut tarir toutes les sources d'infection. Toutefois, les mesures de prophylaxie sanitaire ont des difficultés en ce qui concerne leur application. C'est ainsi que leurs applications sont difficiles dans le cas des maladies à comptage incontrôlé. Les maladies à comptage incontrôlé, ce sont les maladies dont le nombre de cas est très grand et il est illimité. C'est le cas par exemple des maladies dues à des échanges commerciaux nationaux ou des maladies dues à des échanges commerciaux internationaux. Cette difficulté peut s'expliquer aussi par la résistance du germe dans le milieu extérieur. En effet, les germes qui produisent des spores comme Clostridium tetani, responsable du tétanos, qui est un germe qui sporule, le charbon bactéridien dit à Bacillus anthracis, qui produit aussi des spores, eh bien, il est difficile d'appliquer les mesures de prophylaxie sanitaire. Cette difficulté est aussi rencontrée lorsqu'il y a des porteurs, mais également lorsqu'il y a des réservoirs sauvages, ce qui rend difficile la mise en place des mesures de prophylaxie sanitaire. C'est le cas par exemple de la fièvre jaune avec des réservoirs sauvages qui sont des singes. C'est le cas aussi de la peste bovine dont les réservoirs sont des antilopes sauvages, ou bien le cas de la rage dont les réservoirs sauvages sont des renards. Notons que le cas des maladies dues à des germes sporulés, appelés aussi germes telluriques, pour lesquels les mesures de prophylaxie sont inopérantes, d'où la nécessité d'associer à des mesures de prophylaxie sanitaire des mesures de prophylaxie médicale, autrement dit la vaccination et la sérothérapie. Quelles sont les bases de la prophylaxie sanitaire? Le premier élément, le plus important, c'est le diagnostic précoce et l'indication précise sur le foyer. Il faut mettre en évidence le cas index. Et au-delà du cas index, confirmer la maladie et préciser où se trouve le foyer. Il faudrait aussi préciser la marche de l'épizootie, son développement, et ce, dans le but de dresser une carte épidémiologique. Le second élément, c'est la destruction du virus ou de la bactérie dans les foyers infectés. Il s'agit de procéder à l'isolement des animaux, leur abattage, la désinfection et la rupture du mode de contagion. C'est ainsi qu'on fait pour interrompre l'évolution du cycle épidémiologique de la maladie. Les mesures défensives. Cela me rappelle notre professeur Rihanna Alambéji qui disait que les mesures de prophylaxie sanitaire, c'est comme un match de football. Il y a les défenseurs et il y a les attaquants. Autrement dit, ceux qui offensent et ceux qui défendent. Parlons à présent des mesures défensives. Les mesures défensives visent à empêcher l'introduction d'une maladie dans un pays ou dans une région ou dans une exploitation qui est indemne. Les mesures défensives s'appliquent dans les zones indemnes. Les mesures défensives s'appliquent en zone indemne, une fois de plus. S'il s'agit d'un pays, il faudrait qu'au niveau des frontières du pays, faire un isolement du pays avec fermeture des frontières, interdiction d'importation des animaux vivants, interdiction d'importation des carcasses, interdiction d'importation des produits d'origine animale de l'espèce qui constitue la menace en provenance de la zone infectée. Il faut mettre en quarantaine les animaux qui arrivent. Il faut désinfecter les véhicules, les bateaux. Il faut stériliser tous les vecteurs inanimés, tels que les denrées, les fourrages, les peaux, les cuirs. Il faudrait aussi exiger un certificat sanitaire d'origine
pour s'assurer que les animaux qui arrivent sont vaccinés et qui ne sont pas atteints. Telles sont les mesures qu'il faut mettre au niveau de la frontière lorsqu'il s'agit d'un pays. Dans le pays lui-même, il faut procéder au contrôle de la circulation des animaux sensibles avec interdiction de rassemblement. Donc tout ce qui est foire, tout ce qui est marché, tout ce qui est transhumance, tout ce qui est divagation des animaux devrait être interdit dans le pays. Si ce n'est pas à l'échelle d'un pays, si c'est à l'échelle d'une exploitation, il faut dire que cela est difficile. Autrement dit, les mesures de prophylaxie sanitaire sont difficiles. Il faut procéder à l'isolement, la mise en quarantaine des animaux. Il faudrait un contrôle des marchandises, des aliments, des visiteurs qui arrivent au niveau de la ferme. Il faut procéder à la désinfection, à la dératisation, avec un certain rythme qui peut être bimensuel, biannuel ou annuel. Il faut faire le vide sanitaire après chaque lot. Ces mesures, si elles sont difficiles à entreprendre, sont toutefois nécessaires dans la majorité des cas. Ces mesures sont aussi observées dans les élevages industriels. Autrement dit, l'élevage à grande échelle, que ce soit pour la volaille, le porc, la dinde, le canard, les lapins, les abeilles, le lacote, le cobaye ou la souris. Parlons à présent des mesures offensives. Les mesures offensives s'appliquent en zone infectée. Donc si nous sommes dans une zone infectée, on doit mettre en place les mesures offensives. Pour cela, il faut connaître rapidement et précocement la maladie. Sinon, la maladie risque de se diffuser. Donc c'est très important de connaître rapidement et précocement la maladie. Il faudrait informer et sensibiliser les éleveurs à déclarer tout cas suspect. Il faudrait aussi des mesures d'éradication, autrement dit de stamping out, si le nombre de cas est faible au début ou si nous sommes à la fin de la maladie avec un nombre de cas faible. Il faudrait mettre aussi des mesures limitatives si le nombre de cas est important, avec impossibilité de tout abattage. Dans tous les cas de maladies contagieuses, quand il y a une épidémie, on définit 3 zones. 1. La zone A, c'est la zone de séquestration. C'est là où il y a le cas index. Autour de cette zone de séquestration, on délimite une zone B qu'on appelle la zone d'interdiction. Et autour de la zone d'interdiction, on délimite la zone C qui est la zone d'observation. Quelles sont les mesures qui vont être prises au niveau de la zone de séquestration? Dans la zone de séquestration, eh bien, il faut procéder à l'abattage des animaux sensibles, des malades et des animaux contaminés. Il est souvent difficile à cause de l'aspect économique. En effet, l'État doit prendre des mesures afin d'indemniser les éleveurs après l'abattage. Il y a aussi des fois l'aspect géographique et l'aspect psychologique, particulièrement chez nos parents peuls qui n'arrivent pas à comprendre les mesures de stamping out car ils sont très attachés à leurs animaux. La méthode d'abattage est variable. Elle peut être faite sur place, au niveau du foyer, ou bien elle peut être réalisée au niveau des abattoirs spécialisés qu'on appelle des abattoirs d'accarissage. Si le transport ne se fait pas dans des véhicules étanches, le transport des animaux plutôt doit se faire dans des véhicules étanches qu'on doit désinfecter après, particulièrement lorsqu'il s'agit de maladies telles que la peste, la morve ou la fièvre aphteuse. L'abattage est réservé aux maladies à comptage contrôlable, autrement dit à faible nombre de cas. Il faudrait aussi dire que l'abattage est réservé aux maladies qui ont une importance économique ou bien des zoonoses graves dans le cadre de la protection de l'homme. Dans la zone B, autrement dit la zone d'interdiction, qui est autour de la zone A, là, il y a des mesures de limitation avec mise sous surveillance de l'exploitation et avec un certain nombre de mesures destinées à s'opposer à toute contagion, qu'elle soit directe ou qu'elle soit indirecte. C'est ainsi que tout ce qui est pâturage, tout ce qui est parcours de transhumance, tout ce qui est désinfection, dératisation,
des vecteurs, limitation ou suppression des mouvements. Tout cela doit être mis en place au niveau de la zone d'interdiction qui est la zone B. Toutes ces mesures sont prises par la suite d'enquêtes après recensement des animaux, examen clinique et envoi des prélèvements de sang dans les laboratoires spécialisés pour faire la sérologie afin de dépister la maladie. Autour de la zone B, il y a la zone C qui est la zone d'observation. Eh bien, au niveau de la zone d'observation, effectivement, on va essayer d'observer pour voir si des cas vont apparaître ou pas. Bref, la prophylaxie sanitaire envisage toutes les mesures permettant de protéger ou de lutter contre une maladie pour arriver à son éradication. Ce sont des mesures idéales qui, lorsqu'elles sont mises en œuvre, permettent à coup sûr de limiter les maladies, mais malheureusement, elles ne peuvent pas être toutes mises en œuvre pour des raisons économiques, pour des raisons géographiques, pour des raisons biologiques, particulièrement lorsqu'il y a des réservoirs ou des vecteurs, deux fois pour des raisons politiques et même pour des raisons religieuses. C'est par exemple le cas de la vache en Inde qui est consacrée comme sacrée et dont il est difficile de procéder à un stamping out des vaches si une épidémie arrive. À présent, pour terminer ce premier point qui est relatif à la prophylaxie sanitaire, je vais parler un peu du dépistage et du diagnostic. Le dépistage, c'est un diagnostic d'une maladie à l'échelle d'une population. À l'échelle d'une population. À l'aide d'un test, en général, on choisit parmi les tests qui permettent d'identifier la maladie. Le test de dépistage doit être sensible, il doit être plus fidèle et plus spécifique, mais en tenant compte aussi des commodités de son utilisation et de l'aspect économique. Donc, je répète une fois de plus, le dépistage, c'est la mise en évidence d'une maladie au sein d'une population. Et là, ça va être fait par un test qui est très sensible et qui est très spécifique. Par contre, le diagnostic, c'est la mise en évidence d'un germe à l'échelle d'un individu. Et cette mise en évidence comporte plusieurs tests de diagnostic ou des tests de confirmation de laboratoire. Voilà ce que je peux dire sur la prophylaxie sanitaire. Attaquons à présent le deuxième point qui est les méthodes de prophylaxie médicale. La prophylaxie médicale est basée sur l'utilisation des vaccins, c'est ce qu'on appelle l'immunisation active, ou l'utilisation des sérums, c'est ce qu'on appelle la sérothérapie ou l'immunisation passive, et deux fois l'utilisation des deux, à savoir l'utilisation du vaccin et du sérum. On parle alors d'immunisation mixte. Il faut dire qu'il y a plusieurs types de vaccins. Selon l'agent mis en cause, il y a des vaccins bactériens, il y a des vaccins viraux et des vaccins parasitaires. On peut faire aussi une classification selon le mode de fabrication du vaccin. C'est ainsi qu'il y a des vaccins atténués, qu'on appelle aussi des vaccins vivants, des vaccins inactivés, qu'on appelle aussi des vaccins tués. On peut faire aussi une classification en disant qu'il y a des vaccins recombinants. Ce sont des vaccins qui utilisent un vecteur. Ce vecteur peut être un virus ou une bactérie et ce vecteur porte une partie immunogène. Il y a aussi des vaccins à acide nucléique, autrement dit des vaccins à partir de l'ADN ou de l'ARN. C'est ce que nous avons vu avec la pandémie de la COVID-19. La plupart des vaccins utilisés étaient des vaccins à ARN. Notons enfin, dans le cadre de la classification, on peut faire une classification en parlant de vaccins homologues ou auto-vaccins. Dans ce cas, le vaccin utilise, si vous me permettez la répétition, le germe qui est responsable de la maladie. Par opposition, il y a des vaccins hétérologues. Dans ce cas, c'est un vaccin fait à partir d'un germe qui est différent de celui qui est responsable de la maladie, mais ce germe a une communauté antigénique avec celui qui provoque la maladie. Parlons à présent de l'utilisation des vaccins. Il faut dire que la vaccination n'est pas un acte sain. C'est un acte médical sérieux qui nécessite une attention particulière des utilisateurs qui doivent avoir une connaissance de la nature des vaccins, une connaissance de ses propriétés et qui doit être injecté avec une conscience professionnelle. Donc, il faudrait que nous respections
les vaccins, ce n'est pas tout le monde qui est habilité à vacciner. Pour vacciner, il faut connaître la nature du vaccin, il faut connaître ses propriétés et il faut l'injecter avec une conscience professionnelle. On peut utiliser des vaccins polyvalents, c'est-à-dire un vaccin contenant plusieurs types d'antigènes. C'est par exemple des vaccins qui peuvent contenir l'antigène de la dengue et l'antigène de la salmonelle. Il y a aussi des vaccins monovalents qui contiennent un seul antigène. Parmi les vaccins polyvalents, je peux donner l'exemple du Pentadoc, je peux donner l'exemple du Tetradoc, je peux donner l'exemple du DHPPIL qui protège contre la maladie du distemper, l'hépatite de Rubat, la parvovirose et la pyroplasmose qui a deux valences, donc Pyroplasma canicola et Pyroplasma ictéro-hémorragique. Le vaccin peut être utilisé à l'échelle individuelle ou à l'échelle collective. Lorsqu'il est utilisé à l'échelle collective, on parle de campagne de vaccination. L'objectif de la vaccination, c'est de diminuer l'infection et éventuellement la supprimer. Autrement dit, provoquer l'extinction de la maladie. Quand il y a une immunisation à l'échelle individuelle, en ce qui concerne le choix du vaccin, pour choisir le vaccin, on doit tenir compte de l'espèce, car certaines espèces sont plus sensibles que d'autres. Il faut tenir compte de l'âge, car tous les sujets n'ont pas la même réaction en face du vaccin. Il faut tenir compte de la race, notamment les races améliorées. Et enfin, il faut tenir compte de l'état physiologique, autrement dit la gravidité, parce que certaines femelles peuvent ne pas tolérer la vaccination. Il faudrait tenir aussi cas des surménages pour des animaux qui sont très épuisés ou des animaux qui sont fébriles. Parlons des suites vaccinales. En effet, comme je le disais, la vaccination n'est pas un acte sain. La vaccination peut être accompagnée par des suites qui sont immédiates ou des suites qui sont retardées. Parmi les suites immédiates, il y a une réaction locale. Autrement dit, on peut avoir un nodule ou un érythème au point d'injection du vaccin. On peut avoir une réaction générale. C'est le cas de la fièvre qu'on observe. Le plus souvent après la vaccination, le lendemain, l'enfant fait une fièvre, d'où la nécessité d'avoir un antipyrétique. On peut avoir une anorexie, un abattement des patients ou des sujets après la vaccination, particulièrement en aviculture. Et exceptionnellement, on peut rencontrer des accidents anaphylactiques qui sont exceptionnels, mais qu'on peut rencontrer. Dans ce cas, si vous avez un accident d'allergie, il faut utiliser des corticoïdes. Parlons aussi de certaines situations particulières. On peut, après la vaccination, rencontrer la maladie. Donc, à la suite d'une vaccination, on peut être confronté à la maladie, à la suite d'une vaccination, notamment lorsqu'on utilise un vaccin homologue. Et cela est dû soit au vaccin, soit à l'opérateur, soit à l'animal. Le vaccin, particulièrement dans le cadre des vaccins vivants, vous pouvez rencontrer des maladies vaccinales après l'utilisation d'un vaccin atténué. L'opérateur, si l'opérateur ne respecte pas la dose, si l'opérateur surdose par exemple, on peut bel et bien rencontrer cela. Selon l'animal, l'animal peut être en incubation, tout est possible. Lorsqu'il y a une incubation et que vous faites une vaccination, la maladie va être beaucoup plus fulgurante. C'est aussi le cas de la fièvre aphteuse due à des vaccins, mais aussi chez l'homme, on a vu des cas de vaccination due à l'utilisation du vaccin vivant atténué. On peut aussi obtenir une immunisation avec un vaccin hétérologue et paradoxalement observer l'apparition de maladies. Cela peut être dû à plusieurs raisons. Ça peut être dû à un échec ou une rupture de l'immunité. Ça peut être dû à l'animal qui peut être en incubation. Ça peut être dû à la vaccination. La vaccination peut ne pas être faite adéquatement, soit la dose, soit la voie d'administration. Mais ça peut être aussi dû à la réponse des animaux dans une population qui est très variable. En effet, il y a des animaux qui sont des bons répondants et il y a aussi des animaux qui sont des mauvais répondants.
Il faut dire aussi qu'il y a des suites retardées. En effet, la réponse immunitaire de l'animal peut être amoindrie par différentes conditions. C'est le cas par exemple de la malnutrition, de l'affection du système lymphatique, du parasitisme, de l'inadaptation physiologique de l'animal à répondre à la vaccination, c'est-à-dire lorsque l'animal a un déficit immunitaire congénital. L'échec peut être lié à la composition du vaccin ou à son utilisation, par exemple lorsque ce n'est pas la bonne chose. Ça peut être dû aussi à des problèmes de conservation du vaccin avec rupture de la chaîne de froid. Cela peut être dû aussi à des vaccins qui ont été contaminés par des bactéries ou bien des vaccins qui ont été inactivés par un autre lorsqu'on les associe ou bien par des désinfectants lorsque dans le transport on utilise par exemple de la javel à côté d'un vaccin. Lorsqu'il s'agit d'une immunisation collective, autrement dit lorsqu'il s'agit d'une campagne de vaccination, ok? Lorsque nous sommes dans une zone endème, il faut utiliser un vaccin à germe inactivé, car on ne peut pas dans une zone endème apporter un vaccin à virus atténué. Ce serait apporter le germe dans la zone. Lorsque nous sommes dans une zone infectée, à ce niveau, il n'y a pas de problème. On peut utiliser un vaccin atténué, car le vaccin atténué donne une meilleure protection, il immunise moins. Et c'est une nécessité qui justifie d'utiliser le vaccin atténué dans la zone infectée. Si nous sommes dans une zone menacée, dans ce cas aussi, on peut utiliser un vaccin vivant. Parlons un peu de l'immunisation passive, autrement dit de la sérothérapie. C'est l'opération biologique consistant à conférer l'immunité grâce à l'injection du sérum provenant d'animaux hyperimmunisés ou animaux convalescents dont les anticorps spécifiques apportent une résistance passive. On peut utiliser les sérums lorsque nous avons une blessure pour se protéger contre le tétanos. On peut utiliser le sérum lorsque quelqu'un a été exposé à une morsure de serpent. On peut utiliser un sérum antivénineux. Lorsqu'on est exposé à une morsure de scorpion, on peut utiliser un sérum antivénineux. Ou bien lorsqu'on est mordu par un chien, on peut utiliser un sérum antirabique. Les avantages, il s'agit d'une immunisation précoce, solide, élevée et avec une innocuité, sauf dans le cas des séras hétérologues où on peut observer exceptionnellement des réactions anaphylactiques. Les inconvénients de l'immunisation passive, autrement dit de la sérothérapie, c'est qu'elle est de courte durée, ce qui fait qu'on l'utilise que dans le cas d'exposition, tels que des accidents du part, présence de gangrène, mortalité néonatale dans le cadre de la rage. Il y a aussi parmi les inconvénients l'interférence de cette immunisation passive avec l'immunisation active, entraînant ainsi l'inactivation du vaccin actif. Cela s'observe dans le cadre de la maladie du carré où on préconise, où on procède à 2 injections à partir de 2 mois d'âge avec un rappel à 6 mois. Parlons de l'immunisation mixte, autrement dit de l'utilisation du vaccin et du sérum. C'est la mise en œuvre simultanée ou différée de l'immunisation active et de l'immunisation passive. On peut faire une injection simultanée ou différée du sérum et du vaccin. Son avantage est l'apport immédiat d'anticorps et d'antigènes pour une immunisation durable et solide. Son inconvénient est la séroneutralisation des vaccins à germes vivants. Donc, lorsque vous avez des vaccins à germes vivants et que vous apportez du sérum, le sérum peut neutraliser le vaccin atténué. Pour terminer, parlons de l'immunisation mixte, autrement dit de la prémunition, qu'on appelle aussi une immunité co-infectieuse. Il s'agit d'une méthode qui confère l'immunité grâce à une maladie bénigne, persistante, protégeant tout au long de l'évolution de la maladie mortelle. Comme le dit notre cher professeur Ayayi Akatpo, il s'agit d'une infection bénigne et spontanément curable
génératrice d'une immunisation forte et durable. C'est ce que faisaient les Peuls dans le cadre de la vaccination avec la vaccine, autrement dit la variole bovine. C'est ce qui se fait aussi avec beaucoup de maladies telles que la clavulite. Donc on parle d'immunité co-infectieuse. Nous avons parlé de la prophylaxie sanitaire, de la prophylaxie médicale. Parlons à présent de la prophylaxie médico-sanitaire. On peut associer la prophylaxie sanitaire à la prophylaxie médicale en accordant une primauté à la prophylaxie médicale, notamment en cas d'épidémie ou en cas de zoonose hygiénique. Il y a une mesure de vaccination, de prévention en cas d'épizootie. Deux fois, il peut y avoir une incompatibilité entre la prophylaxie sanitaire et la prophylaxie médicale. C'est le cas de certaines maladies pour lesquelles la maladie interfère avec la vaccination. C'est le cas de la brucellose avec le vaccin B19. C'est le cas aussi de la tuberculose. C'est pour cela qu'en médecine vétérinaire, on ne vaccine pas les bovins contre la tuberculose, car on aura de la peine à distinguer si la réaction de l'animal est due à la vaccination ou si elle est due à la maladie. La mise en évidence de la tuberculose se fait grâce à une réaction intradermotuberculinisation. Et avec un cutimètre, on va mesurer le diamètre de la peau après l'inoculation de la tuberculine. Pour solutionner ce problème, on essaie actuellement d'utiliser des épitopes induisant des anticorps différents de ceux détectés en cas d'infection. Pour terminer, nous allons parler des systèmes de prophylaxie. Il faudrait dire que dans les systèmes de prophylaxie, il y a le système de prophylaxie libre, il y a le système de prophylaxie facultatif et il y a le système de prophylaxie obligatoire. La prophylaxie libre, elle est basée, elle est laissée plutôt à la libre initiative de l'éleveur. Donc l'éleveur décide, s'il veut, il vaccine, s'il ne veut pas, il ne vaccine pas. Le plus souvent, elle échoue et elle est rejetée, sauf dans le cas de maladies sporadiques. Il y a la prophylaxie obligatoire. Dans ce cas, elle est imposée par l'État. Il s'agit de mesures coercitives, draconiennes, en cas de maladie très contagieuse où on a une incidence économique très importante ou une incidence hygiénique. C'est le cas par exemple de la rage, de la peste des petits ruminants, de la péripneumonie contagieuse bovine. L'État oblige donc tous les éleveurs à vacciner leurs animaux. Et enfin, il y a le système de prophylaxie facultatif. Il est encouragé par l'État pour des infections répétées contagieuses et s'accompagne de formations de groupements de défense sanitaire locaux ou départementaux. Ce caractère facultatif devient obligatoire quand un pourcentage suffisant d'éleveurs adhèrent à la prophylaxie. Donc, voilà, mesdames et messieurs, ce que j'ai bien voulu rappeler dans le cadre de ces mesures générales de prophylaxie. Et je pense que c'est un rappel qui sera très utile pour nous tous afin de renforcer nos connaissances et de commencer cette période où l'Afrique vraiment prend son destin en main en produisant ses propres vaccins pour protéger sa population.